On commence à présent une nouvelle partie importante du cours de physique qui concerne l'électricité. Alors, contrairement à l'optique dans laquelle on avait quelques calculs à faire, mais aussi quelques formules qui vous ont été balancées comme ça, et après on a appris comment les utiliser, ici on va essayer de tout construire, quasiment tout construire. On va avoir quelques petites hypothèses de base, mais pas grand-chose. Et ensuite, on va pouvoir construire une théorie complète de l'électricité à partir de ces briques de base. Donc ça va être les premières constructions rigoureuses en partant de quasiment rien. Bon, alors, le problème électrique, l'électricité, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans notre vie de tous les jours. Sans elle, il n'y aurait pas de lumière le soir, il n'y aurait pas l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de travailler pour regarder ces vidéos. Et c'est donc important de savoir comment est-ce que ça fonctionne, au moins dans les grandes lignes. Et ça va nous permettre de faire tout un tas de modèles. Une première vision du travail du physicien qui est de modéliser la réalité pour essayer d'en tirer des prédictions et des effets qui pourront être intéressants pour lui pour pouvoir faire des réveils, des compteurs, des systèmes qui permettent de ralentir automatiquement, enfin tout un tas de systèmes électriques qui permettent de gérer la vie quotidienne à partir de briques de base qui sont relativement simples. Alors, on va commencer par cette modélisation du problème et de parler qu'est-ce que c'est que les charges électriques, le proton, l'électron, quelles charges ils prennent, qu'est-ce que c'est le courant, qu'est-ce que c'est la tension. Alors, l'étude de la matière nous a montré qu'au niveau microscopique, on avait des toutes petites particules, dites particules élémentaires. Et ces particules élémentaires, on finit par avoir des protons, des neutrons et des électrons. Et une fois qu'on a ces trois particules-là, ça devient difficile de les briser. Les protons et les neutrons sont encore constitués de quarks, mais on n'arrive pas à séparer les quarks. Donc finalement, les particules les plus petites qu'on arrive à séparer et à visualiser pour elles-mêmes, ce sont les protons, les neutrons et les électrons. Et parmi ces trois particules, le neutron est neutre, électriquement parlant, alors que le proton va être positif, va avoir une charge positive, l'électron va avoir une charge négative, et en fait, toutes ces particules ont une charge qui est un multiple entier de la charge élémentaire, et la charge élémentaire, on la note petit e, c'est une valeur que vous devez connaître, même si la plupart du temps dans les énoncés ils vont penser à vous la rappeler, mais si jamais ils oublient, il faut la connaître. Donc c'est noté petit e et elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19, et étant donné que c'est une charge, ça s'exprime en coulomb. Donc un proton a une charge plus E. Donc quand on a un proton, sa charge c'est plus E. Quand vous avez un électron, sa charge c'est moins E. Alors il faut faire attention de temps en temps dans les énoncés, ils définissent E tout de suite avec le signe négatif parce qu'on va parler des électrons. En règle générale, il vaut mieux prendre les constantes élémentaires, les constantes fondamentales pour avoir des valeurs positives. Et donc on va prendre que la charge de l'électron c'est moins E. Et vous avez la description, et bien sûr le neutron a une charge qui va être nulle.
Et donc, on va pas en parler dans la suite de ce cours, puisque l'électricité, ça va être justement de regarder les transferts de charge électrique. Et donc, si on n'a pas de charge, on n'a pas d'influence au niveau électrique là-dedans. Alors, dans les phénomènes électriques, on va avoir plusieurs matériaux, types de matériaux qu'on pourra classifier selon justement leur capacité à conduire ou pas le courant. Donc vous avez justement les matériaux qui sont dits conducteurs. Les matériaux conducteurs conduisent bien le courant. Ces matériaux-là contiennent beaucoup de particules chargées, en règle générale des électrons, libres de se déplacer et de conduire le courant. Donc en règle générale, on a un nombre petit n qui est de l'ordre de 10 puissance 22 particules chargées capables de se déplacer par centimètre cube. Alors après, il va falloir normalement convertir ça en mètres cubes, mais ça va nous permettre de faire un tout petit exercice de conversion. Donc ça, c'est pour les conducteurs solides. En règle générale, on a des grandeurs, le nombre de particules aptes à conduire le courant va être de cet ordre-là. Vous avez aussi des liquides. À ce moment-là, on appelle ça plutôt des électrolytes. Et ces conducteurs liquides, vous prenez de l'eau avec quelques ions à l'intérieur, et c'est les ions qui cette fois-ci vont se déplacer et non plus les électrons, et donc c'est pour ça qu'on parle de porteur de charge de manière générale pour un matériau conducteur, parce qu'en fonction du matériau conducteur que vous prenez, si vous prenez un métal, ce sera des électrons qui vont se balader, alors que dans un liquide, ce sont les ions, donc des molécules ionisées qui se baladent à l'intérieur. Ensuite, vous avez des semi-conducteurs. Donc le semi-conducteur, comme son nom l'indique, il conduit entre guillemets à moitié. Alors entre guillemets, ça veut simplement dire qu'il conduit moins bien, voire bien moins bien que un matériau conducteur, mais il conduit quand même. Et le N, le nombre de particules chargées susceptibles de se déplacer pour transmettre le courant électrique, est plutôt de l'ordre de 10 puissance 10 particules par centimètre cube. Donc vous voyez qu'il y a quand même un facteur 1 milliard dans le nombre de particules que vous êtes capable d'utiliser pour qu'on transmette le courant. En revanche, les semi-conducteurs ont tout un tas de propriétés qui sont intéressantes. C'est notamment les possibilités de dopage. Alors rien à voir avec le dopage qu'il peut y avoir dans le sport, si ce n'est que ça permet de renforcer les capacités conductrices de votre semi-conducteur tout en gardant les propriétés semi-conductrices. Alors on ne va pas vraiment étudier les semi-conducteurs cette année, il faut juste savoir que ça existe, et notamment des diodes qu'on verra de temps en temps au détour d'un exercice. Les diodes sont formées à partir de matériaux semi-conducteurs, et à savoir que dans les semi-conducteurs, non seulement vous avez des charges, des vraies particules qui se baladent pour pouvoir conduire le courant, mais vous pouvez aussi avoir des trous, c'est-à-dire que quand vous avez un réseau cristallin avec, normalement c'est les électrons qui vont d'atome en atome, de temps en temps vous pouvez avoir des manques électroniques, des trous, et donc un électron qui se balade et vous avez l'impression que c'est le trou qui saute d'atome en atome, alors que c'est un électron qui vient combler le trou depuis l'atome d'à côté. Donc de temps en temps, ces trous-là peuvent être considérés comme des charges positives qui se baladent, et ça permet de simplifier un petit peu certains calculs. Donc conducteur, semi-conducteur, dernier type de matériaux, vous avez les matériaux isolants. Isolants, ce sont des matériaux qui ne laissent pas passer le courant électrique, donc ils ne laissent pas passer le courant électrique. Enfin, ils ne laissent pas passer dans une certaine limite, c'est-à-dire qu'il y arrive un moment, dans une certaine mesure, parce qu'il va arriver un moment où votre matériau
va ce qu'on appelle claquer, c'est-à-dire devenir subitement conducteur, parce que vous aurez par exemple réussi à ioniser une partie du matériau. C'est le cas de l'air. L'air est un isolant électrique en règle générale, mais si vous dépassez une certaine tension par unité de longueur, par exemple 1 million de volts par mètre, donc si j'ai 1 mètre là, si j'avais 1 million de volts de différence de potentiel entre mes deux doigts, il y aurait un éclair qui pourrait parcourir. Si je suis à 1 cm de distance, donc 100 fois moins, il suffit d'avoir 10 000 volts entre mes deux doigts pour qu'il y ait un éclair, et à ce moment-là, l'air s'ionise. C'est l'effet, effectivement, ce qui se passe pendant les orages, que vous pouvez aussi voir si jamais vous avez un pull en polaire. Pendant la journée, vous allez bouger, et donc il y a des électrons qui vont partir de votre pull en polaire et qui vont se mettre d'un côté ou de l'autre. Comme le pull lui-même est isolant, les électrons vont rester, et donc il va y avoir une différence de potentiel parce qu'il y a beaucoup plus d'électrons d'un côté que de l'autre, une différence de potentiel qui peut aller jusqu'à 50 000 volts. Et il peut arriver, quand vous enlevez le pull, que les deux zones proche à 50 000 volts de différence de potentiel se rapproche à moins de 1 cm, et à ce moment-là, vous avez un éclair qui fait simplement passer les électrons d'un côté à l'autre. Donc pour le visualiser, je vous conseille d'essayer, quand vous mettrez votre polaire, d'enlever cette polaire dans le noir complet. Vous mettez dans le noir, vous prenez des volets bien hermétiques et vous enlevez la polaire, normalement devant vos yeux qui sont habitués au noir. Vous verrez des petits éclairs lumineux qui sont dus à ces équilibrages de charge qui se passent lors du passage d'une partie de l'isolant à l'autre partie de l'isolant, et qui correspondent au caractère conducteur de l'air quand on a dépassé une certaine tension par unité de distance. On verra que la tension par unité de distance, ça correspond à un champ électrique. Quand le champ électrique est suffisamment intense, les électrons sont arrachés du nuage électronique autour des atomes et peuvent passer d'un bout à l'autre de votre conducteur. Ok, donc ça c'est pour les différents types de matériaux qu'on peut avoir en URSP aux charges électriques et aux problèmes électriques. Pour définir un courant, qu'est-ce que c'est qu'un courant électrique? Un courant électrique, ça revient à compter le nombre de charges qui passent par unité de temps au travers d'une certaine frontière. Donc un courant électrique, c'est un nombre de charges qui traversent une surface donnée, une section du fil, on va dire, une section d'un fil par unité de temps. Donc ça se mesure en coulombs par seconde, c'est le nombre de coulombs qui passent par seconde, et on va l'écrire en règle générale I comme étant la charge dQ qui passe divisé par le temps qu'on a regardé, pendant lequel on a regardé que cette charge pouvait passer. Si on appelle dN le nombre d'électrons qui sont passés par là, la charge portée par un nombre dN d'électrons, c'est la charge de l'électron, donc moins E fois dN. Donc chaque électron porte une charge dN, donc la charge totale qui passe, c'est le nombre d'électrons que multiplie la charge. Donc on va avoir du moins E fois le nombre d'électrons, je vais noter dNe comme ça, divisé par dt. Et en règle générale, là j'ai fait une interprétation en disant j'ai la charge dQ qui vaut moins E fois dNe, mais on va le réécrire sous cette forme-là, parce que la notation d sur dt va être interprétée comme étant une dérivée quand q va être une fonction du temps, dq sur dt ça va être la dérivée de cette fonction du temps. Alors bien sûr ça c'est le cas à condition de regarder dans le bon sens, mais ça va être relié du coup au nombre de charges, au nombre d'électrons ici, qui sont en train, nombre de porteurs de charge plus exactement, qui sont en train de passer par votre section du fil. Donc si vous avez un fil qui est comme ça, là, hop, vous avez une section de fil là,
et vous comptez le nombre d'électrons qui traversent cette section de fil. Vous mettez un compteur, un petit peu comme quand vous avez le départ d'un marathon, vous allez compter le nombre de marathoniens qui passent par unité de temps et vous aurez le courant de marathoniens correspondant. Et là c'est pareil, il suffit de multiplier par la charge. Si vous voulez savoir par exemple la masse de marathoniens, l'intensité de masse de courant de massique de marathonien qui est en train de passer, vous multipliez chaque marathonien par sa masse et vous comptez le nombre de marathoniens qui passent par unité de temps, en supposant qu'ils ont tous la même masse, et puis vous avez du coup la masse totale qui passe par unité de temps lors du départ de votre marathon. Bon, alors ces histoires de courant et ces histoires de signes, comme ce sont les électrons qui servent principalement de porteurs de charge quand vous êtes dans un métal, et que l'électron a été choisi pour avoir une charge négative, on a un problème. Le courant est positif dans un sens, ça veut dire que les électrons en fait ils voyagent dans l'autre sens, puisque cette dérivée va me donner en fait aussi une information sur le sens. Si jamais les marathoniens choisissent de passer à l'envers, j'aurai un flux négatif par rapport à l'orientation naturelle qui a été choisie, conventionnelle, qui a été choisie dans ce sens-là. Donc là, il y aura une histoire de convention. On va se choisir un sens positif pour compter le courant. Si le courant est effectivement positif, ça veut dire que les électrons vont dans l'autre sens. Et s'il est négatif, ça veut dire que les électrons vont effectivement dans le sens que j'avais choisi positif. Donc il y a une ambiguïté systématique. Donc je vous conseille de toujours raisonner sur les courants, même si c'est les électrons qui se baladent, et rares fois on aura besoin de raisonner sur l'électron, se dire qu'il y a un problème de signe, et puis vous avez la petite image de XKCD qui résume bien ça. Ça a posé tellement de problèmes aux étudiants que très souvent on aurait envie de remonter le temps pour pouvoir faire changer d'avis Benjamin Franklin, qui a posé cette convention et a choisi que les électrons finalement étaient de charge négative, en posant que les protons eux étaient de charge positive. Voilà. Alors, on va tout de suite faire un petit calcul. J'aimerais calculer la vitesse des électrons qui se baladent quand on a un courant de 1 ampère qui passe dans un fil de cuivre de taille normale, et comment obtenir cette vitesse-là, parce que ce petit raisonnement, c'est un raisonnement qui reviendra très souvent, déjà cette année quand on va faire la théorie cinétique des gaz en fin d'année, mais aussi l'an prochain dès que vous aurez des bilans de matière, de quantité de matière, de transfert d'énergie qu'on essaiera de mettre en place. Et donc on va essayer de s'intéresser à une estimation de la vitesse des électrons en ne connaissant que le courant et la section du fil dans lequel on veut faire passer les électrons. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quand on veut déterminer les électrons qui passent au travers dans une section du fil, donc si je prends un plan qui va être un plan perpendiculaire à un fil, vous avez un fil qui se balade comme ça, et puis vous avez une section du fil sur ce plan. J'aimerais savoir quels sont les électrons qui peuvent traverser pendant d'été, combien, quel nombre d'NE, d'électrons, traverse la section S. Alors quand on parle de section, tout de suite, la plupart du temps on parle de surface. C'est la surface de la section qui est à cet endroit. Et donc j'aimerais m'intéresser à savoir quel est le nombre d'électrons qui traverse cette section S, sachant que j'ai un matériau conducteur, on va prendre un fil de cuivre, donc de l'ordre de 10 puissance 22 particules par centimètre cube. Je suppose que tous les électrons se baladent à la même vitesse,
Donc ils ont une vitesse qui vaut ce qu'elle vaut et que j'essaye de déterminer. Je connais le courant, parce que j'ai pris un petit ampèremètre qui me permet de mesurer que j'ai par exemple 1 ampère de courant qui passe au travers de cette section S. Et avec ces informations, j'aimerais savoir quels sont les électrons qui passent et du coup, quelle est la vitesse. Alors, si je veux avoir le nombre d'électrons qui passent, il suffit que je me dise où doivent se placer les électrons qui réussiront à traverser cette surface pendant l'intervalle de temps dt. Les électrons, s'ils sont très proches de la surface, ils vont avoir le temps de traverser. Mais s'ils sont loin, ils ne vont pas avoir le temps d'arriver que déjà j'ai arrêté de faire mon comptage. C'est comme au départ du marathon, vous allez compter le nombre de personnes, vous comptez par exemple sur 10 secondes. Pour qu'une personne soit comptée dans ce décompte, il faut qu'elle ait eu le temps de traverser la ligne pendant ces 10 secondes. Et étant donné que les électrons sont là et se déplacent à une vitesse v, vous allez devoir avoir les électrons uniquement dans un certain volume qui est de longueur VDT, c'est-à-dire la distance maximale à laquelle peut se trouver l'électron pour que tout juste il ait le temps de franchir la ligne pendant l'instant dt, pendant l'intervalle de temps dt qu'on a attendu pour faire le comptage. Donc là, j'ai un cylindre de section S de hauteur VDT avec une densité volumique d'électrons qui vaut petit n. Donc le nombre d'électrons, c'est le nombre d'électrons que j'ai par unité de volume que multiplie le volume du cylindre, et le volume du cylindre, c'est SVDT. Et donc là, j'ai mon nombre d'électrons correspondant. Si maintenant je m'intéresse au courant I, alors notez grand I là, parce que je vais prendre la valeur absolue. Je prends la valeur absolue, donc c'est moins E multiplié par le nombre d'électrons divisé par l'intervalle de temps. Donc ça va être en valeur absolue E fois N fois S fois V dt divisé par dt. Ça se simplifie puisque j'ai pris ce même intervalle de temps pour faire mon calcul du I. Et donc j'ai une relation entre I, E, N, S et V. Là, la seule chose que je ne connais pas ici, c'est V, tout le reste je peux l'estimer relativement facilement, et donc je vais pouvoir écrire que la vitesse recherchée, c'est le courant que divise la charge de l'électron multiplié par le nombre d'électrons par unité de volume et la section que j'ai, la surface correspondante de mon fil. Alors, vérifions que ce soit homogène déjà. J'ai un courant, c'est une charge par unité de temps. Je divise par une charge, donc là maintenant j'ai déjà plus que du temps moins 1. Bon, une vitesse, c'est une distance par unité de temps. Donc il suffit que le reste, 1 sur ms, ce soit effectivement une distance. Ça, c'est un nombre de particules, donc sans dimension, divisé par un volume, que je multiplie par une surface. Donc c'est un nombre de particules divisé par une distance. Et l'inverse de ce truc-là, c'est bien une distance divisée par un nombre sans dimension. Donc j'ai bien finalement une distance divisée par un temps. Donc déjà, c'est homogène. Ensuite, je vais faire mon application numérique. Pour mon application numérique, je vais dire que l'intensité, c'est 1 ampère. La surface. Alors, la surface, vous prenez un fil, ça a à peu près cette surface-là. Vous voyez que ça va avoir une largeur de 1 mm, donc on va dire que c'est à peu près du 1 mm au carré. Et vous avez une estimation de la surface de votre petit fil. Il ne prend pas un fil de taille trop importante. Ce N, on a dit que c'était 10 puissance 22 particules par centimètre cube. Et le E, c'est le 1,6 10-19 coulombs. Bon, alors là, je suis en train de mélanger plein d'unités. J'ai des millimètres carrés, j'ai des centimètres cubes, j'ai des ampères, des coulombs. Donc, on va plutôt tout remettre dans les unités du système international pour être tranquille. 1 ampère, c'est déjà dans les unités du système international. Donc, c'est 1. Tout va bien. Le coulomb, c'est aussi les unités du système international. On ne remet pas l'unité systématiquement, puisqu'on l'a vu juste avant. Alors, un nombre de particules par centimètre cube. Posez-vous toujours la question pour faire votre conversion, est-ce qu'il y en a
plus dans un mètre cube ou moins. Dans un centimètre cube, c'est un truc qui fait à peu près cette taille. Si je prends un mètre cube, j'en aurai forcément beaucoup plus de particules. Donc il faut forcément que ma valeur soit plus grande, j'ai plus de particules par mètre cube. Alors 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. 1 centimètre carré, c'est 10 moins 2 au carré mètre carré. Et 1 centimètre cube, c'est 10 moins 2 au cube. Donc ça va être du 10 puissance 22 fois 10 puissance 6, puisqu'il y a 10 puissance 6 centimètres cubes par mètre cube. Donc, j'ai d'autant plus de particules. Donc ça, c'est pour ma densité. Et ma surface, 1 mm, c'est 10 moins 3 mètres. Donc, 1 mm carré, c'est petit par rapport à 1 mètre carré. C'est 1 millionième de mètre carré. Donc, j'ai du 10 moins 6 mètres carrés. Ah bah ça tombe bien. Le 10 puissance 6, le 10 moins 6, ça se simplifie. 10 moins 22... 10 moins 19 fois 10 puissance 22, ça fait du 10 puissance 3. Donc, je me retrouve avec du 10 puissance moins 3 divisé par 1,6. Allez, on va pas chipoter. Ça va être de l'ordre de 10 puissance moins 3. Alors, 10 puissance moins 3 quoi? J'ai une vitesse. En unité du système international, c'est des mètres par seconde. Donc, j'ai de l'ordre de 1 mm par seconde. Donc vous avez à l'intérieur de votre fil des électrons qui, quand il y a un courant de 1 ampère, ce qui est déjà un courant relativement fort, puisque je vous rappellerai assez souvent que la dose létale c'est 50 milliampères pendant une seconde. Donc 1 ampère c'est un courant déjà relativement fort. Et bien à l'intérieur de ce fil, vous avez que les électrons ne se déplacent que avec une vitesse de l'ordre de 1 mm par seconde. Donc, ils font très doucement pour avancer. Donc, quand vous allumez l'interrupteur, le temps, donc, par exemple, quand vous allumez, vous rentrez dans une pièce, vous appuyez sur un interrupteur, vous avez votre lampe qui s'allume quasiment instantanément. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'électron que vous avez laissé passer au niveau de l'interrupteur, qui déjà est passé au travers de la lampe, lui permet de s'échauffer et donc d'émettre de la lumière. Donc ça ne marche pas. Il va falloir faire appel à autre chose, parce que l'information sur le fait que le circuit a été fermé, elle, s'est propagée à la vitesse de la lumière, alors que les électrons eux-mêmes se propagent à une vitesse qui est bien moins grande que celle de la lumière. 10 moins 3 mètres par seconde comparé à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Il y a 10 puissance 11. Il y a 11 ordres de grandeur de différence entre les deux. Voilà, donc ça à retenir. La vitesse des électrons à l'intérieur d'un fil est faible en règle générale. Ce n'est pas les électrons qui vont vite. Par contre, l'information sur ces électrons, elle, va se déplacer rapidement. Donc ça, c'était pour le courant et son application sur la vitesse de propagation des électrons, des porteurs de charge. Si on s'intéresse à une tension, qu'est-ce que c'est qu'une tension? Une tension, en règle générale, vous avez un point A, vous avez un point B, et puis on va noter avec une flèche. Alors attention, une tension, ça se représente par une flèche, mais ça n'est pas un vecteur. Ça veut dire que votre flèche, elle peut très bien être biscornue et puis avoir des coins. Ça ne posera pas de problème. Et on va noter UAB, la tension. Et d'ailleurs, contrairement au vecteur, quand vous parlez du vecteur AB, c'est un vecteur dont la flèche pointe vers B. La tension UAB, là, c'est une tension dont la flèche pointe vers A. Donc c'est toujours le potentiel de la pointe de la flèche moins le potentiel de la queue de la flèche. Et donc UAB va être défini comme le potentiel électrique en A auquel je soustrais le potentiel électrique en B. Alors pour le moment, on ne sait pas trop ce que c'est que ces histoires de potentiel. En mécanique, on verra que ça va être lié à l'énergie potentielle électrique qu'il y a entre les deux. En fait, l'énergie potentielle électrique, ce sera d'une charge à un potentiel VA, ce sera la charge multipliée par VA. Donc, le potentiel électrique est relié à l'énergie potentielle électrique, et nous, les tensions qu'on va regarder, ce va être des différences de potentiel
et les potentiels comme les différences de potentiel se mesurent en volts dans les unités du système international. En volts, alors que le courant, lui, il se mesure en ampères. Ça, on en a déjà parlé quand on a fait le cours sur les unités. Et 1 ampère, c'est du coup 1 coulomb par seconde. Et pour les volts, alors ça va être un petit peu plus difficile de l'exprimer avec des unités simples. Bon, déjà l'ampère de toute façon ça va être une de nos unités de base, c'est plutôt le coulomb du coup qui correspond à 1 ampère multiplié par des secondes, donc 1 ampère seconde. Et les volts, eux, on verra un petit peu plus tard comment les relier. On aura un lien facile entre les ampères et les volts qui correspondra aux résistances. Et donc avec des ohms au milieu. Mais là, pareil, ça ne correspond pas à des unités de base de notre système international. Alors, le potentiel, vous pouvez un petit peu imaginer ça comme des différences d'altitude. Vous avez des électrons qui vont être, quand ils sont à d'autres potentiels, ils vont être à une altitude différente. Et donc, cette différence de potentiel, si vous laissez une pente comme ça, l'électron va avoir tendance à descendre la pente. Alors, en fait, les électrons ont tendance à monter le potentiel parce que, de nouveau, ils ont une charge négative et que l'énergie potentielle, c'est la charge multipliée par le potentiel. Donc, comme on cherche toujours à minimiser l'énergie potentielle, ça veut dire que pour un électron, comme on multiplie par une charge négative, il faut maximiser, comme on cherche à minimiser l'énergie potentielle, il faut maximiser le potentiel électrique d'un électron pour minimiser son énergie potentielle. Mais bon, imaginez juste pour le moment que les différences de potentiel, c'est ce qui oblige les électrons à se déplacer. C'est ce qui induit le déplacement des électrons. Et donc, si vous arrivez à monter des électrons avec un système qu'on va appeler un générateur pour avoir une haute énergie potentielle, ils vont avoir tendance à descendre cette énergie potentielle, à couler de la montagne, un petit peu comme une rivière, pour arriver en bas. Et puis, vous avez le phénomène de pluie en haut de la montagne qui vous permet de remonter les charges et pour refaire l'ascenseur gravitationnel qui correspond à votre système. Donc, imposer des potentiels, des différences de potentiel, donc imposer une tension dans un circuit, va permettre de faire circuler du courant à l'intérieur de ce circuit. Et en règle générale, c'est ce qu'on va observer effectivement. Bon, une fois qu'on a posé ces histoires-là, on va parler de ce qu'on appelle l'ARQS. Alors l'ARQS, c'est l'approximation des régimes quasi-stationnaires. C'est un machin qui bouge presque pas. Alors même si au contraire on va regarder des systèmes qui varient dans le temps, mais justement ces systèmes vont varier suffisamment lentement pour qu'on puisse avoir des propriétés sympathiques tout au long du circuit, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors imaginez, vous prenez un circuit ouvert, typiquement vous rentrez dans une pièce, l'ampoule au plafond n'est pas allumée. Vous appuyez sur l'interrupteur. À ce moment-là, comme on a vu, les électrons commencent à se déplacer à une vitesse qui va être inférieure ou de l'ordre à 1 mm par seconde. Parce que vraisemblablement, le courant qui passe là-haut, ce n'est pas du 1 ampère. Et si le courant est plus faible, la vitesse va être encore plus faible. Donc, vous avez les électrons qui commencent à bouger. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vous ayez tout l'électron de départ, le premier à être passé, qui arrive jusqu'à l'ampoule pour que l'ampoule finisse enfin à s'allumer. Elle s'allume quasiment instantanément et cet allumage en fait est induit par le fait que quand il y a un électron qui commence à bouger, il pousse toute la file d'électrons devant lui. En fait, tous les électrons se déplacent
quasiment d'un bloc. C'est un petit peu comme quand, si vous étiez au feu rouge et qu'à partir du moment où le feu est vert, il y a tout le monde qui appuie sur l'accélérateur en même temps et vous avez toutes les voitures qui se déplacent d'un bloc. On pourrait le faire. Alors le problème, c'est que en pratique, personne n'a les mêmes réflexes et donc on va avoir du mal à avoir un démarrage simultané. Donc en pratique, on préfère attendre que la voiture de devant se soit un petit peu éloignée pour commencer à accélérer. Ce qui donne une sorte de démarrage d'une onde en accordéon. Vous avez les premières voitures qui partent et puis très souvent, quand vous avez un feu rouge qui est un petit peu bloquant, vous voyez que le feu est vert devant, à une centaine, 200 mètres devant, vous n'avancez pas et vous ne commencez à avancer qu'à partir du moment où le feu est de nouveau repassé au rouge, tout simplement parce que l'onde est venue jusqu'à chez vous et s'est propagée à une vitesse relativement lente et du coup vous êtes à contre-pied par rapport au feu rouge. À mesure que vous approchez du feu rouge, vous allez de plus en plus voir le feu vert au moment où vous avancez et au moment où vous passez, bien sûr, normalement le feu il doit être vert. Donc, quand vous avez ça, vous avez cette transmission de l'information et les électrons sont beaucoup plus ordonnés que les conducteurs de voitures et donc arrivent à transmettre l'information très rapidement. Donc, la transmission de l'information qui consiste à dire mon circuit vient de se fermer, donc transmission de l'information se fait quasiment à la vitesse de la lumière, donc à une célérité c de 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Donc vous avez qu'il ne faut pas attendre que le premier électron ait atteint la lampe pour que cette lampe s'allume. Et donc, on va pouvoir supposer, en règle générale, que tous les électrons se déplacent comme un seul homme, à condition que ce qui fait changer le temps dans votre circuit, ce qui module le déplacement des électrons, se fasse sur un temps qui est beaucoup plus long que le temps caractéristique de transfert de l'information. Si j'appelle le temps taux caractéristique pour que tout le circuit soit au courant, comment est-ce que je le calcule, ce temps taux? Je sais que le circuit a une longueur L, il a une taille L, à partir du moment où je ferme à ce niveau-là, il faut que ça ait le temps de parcourir cette distance L. Et le temps de parcours, c'est la distance à parcourir divisé par la vitesse à laquelle vous le parcourez. Donc ça va être L sur C, avec ça, ce L, la taille caractéristique du circuit. Quand vous manipulez un circuit électrique en TP, votre taille caractéristique c'est de l'ordre de 1 mètre. Vous avez des fils de 1 mètre de long. Bon, après, si on prend le périmètre, on a peut-être 4-5 mètres si vraiment vous prenez des gros fils. Maximum, c'est largement inférieur à 10 mètres. Ça, c'est votre taille caractéristique. Quand vous prenez le système électrique d'une maison, c'est la taille de la maison. La maison, elle fait une vingtaine de mètres de long. Donc, on a un circuit électrique qui doit réagir avec une taille caractéristique de l'ordre de 20 mètres. Quand vous prenez une centrale, autour de la centrale, dans le rayon d'action, vous avez une vingtaine de kilomètres, une centaine de kilomètres avant qu'il y ait une autre centrale qui prenne le relais sur le réseau. Donc, le temps caractéristique pour tout le circuit soit au courant, c'est ce taux qui vaut L sur C. On dit qu'on est dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir supposer que tout le monde se déplace d'un bloc comme un seul homme. Donc la RQS, on est dans la RQS. Si le temps T caractéristique d'évolution dans votre circuit, donc par exemple la période d'oscillation du courant dans votre circuit, est très supérieure au temps caractéristique pour que tout le circuit soit au courant. C'est-à-dire, quand vous avez un changement, tout le monde y change en même temps.
Parce que celui qui est là et qui regarde l'autre, il le voit et il s'adapte très rapidement. Si jamais le temps de changement est grand devant le temps qu'il faut pour transmettre l'information, le suivant va être décalé. Et donc dans une même branche, vous ne pourrez pas dire qu'il y a le même courant parce qu'il y a des électrons qui ne se baladent pas à la même vitesse en différents points de la branche. Mais si je bouge suffisamment lentement pour que mon électron de l'autre côté il puisse adapter sa vitesse en fonction de celle du premier, à ce moment-là, ça marche. Donc, on est dans la RQS si la période de votre signal électrique est très grande devant tau. Donc, ça veut dire si T est très grand devant L sur C, ou alors si CT est très grand devant L. Ça fait ça, CT, c'est la distance parcourue par l'information sur une période. Si sur une période, j'ai eu le temps de parcourir une centaine de fois le circuit, c'est que c'est bon, tout le monde est au courant et tout le monde est en phase et tout le monde est synchronisé et fait les choses dans l'ordre. Si au contraire, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de mon circuit, à ce moment-là, je vais avoir un souci. Bon, et puis ça peut aussi s'écrire, la vitesse de la lumière doit être très supérieure à L sur T, c'est-à-dire L fois la fréquence d'oscillation de votre circuit. Alors, moi j'aime bien cette interprétation-là pour avoir la taille caractéristique de votre circuit. Si je me place en TP, quand je suis en TP, j'ai une longueur L qui est de l'ordre de 1 mètre. J'ai une fréquence maximale qui est de l'ordre de 1 MHz. Au-delà, en fait, les appareils ont du mal à aller aussi vite et à fournir un truc qui varie aussi rapidement. Donc 1 MHz, ça veut dire que la période la plus petite que je puisse avoir est de l'ordre de 10-6 secondes. Une microseconde. Donc quand je multiplie C par 10-6, donc C fois T, ça me donne à peu près 310 puissance 6 fois 10-6, donc 300 mètres. Donc j'ai bien que CT, il est très supérieur à L en TP. J'ai une distance, je peux faire des circuits électriques jusqu'à 300 mètres et les faire varier au mégahertz sans que je vois des problèmes. Alors bien sûr, j'atteins pas les 300 mètres. Pour avoir le très supérieur, il faut que ce soit au moins 10 fois supérieur. Mais je peux avoir des circuits électriques de l'ordre de 30 mètres. Quand je commence à faire des câbles électriques qui font 300 mètres de haut et que je m'envoie un signal à 1 MHz, là, je commence à avoir des problèmes. Si je regarde pour le réseau électrique, vous avez que la fréquence du réseau électrique français, c'est 50 Hz. 50 Hz, ça veut dire que la période, c'est 20 millisecondes, 20 10-3. Et donc, si je multiplie C par 20 10-3, donc ça me fait du 3 10 puissance 8 fois 2 10-2. Donc ça me fait du 6 10 puissance 6 mètres, donc du 6000 km. Donc vous voyez que EDF commence à se poser des questions uniquement quand il essaye de vendre son électricité au reste de l'Europe et relativement loin en Europe, 6000 km, c'est la largeur des États-Unis. La France, elle fait à peu près 1000 km. Donc si vous avez une centrale en Alsace qui essaye d'alimenter la ville de Brest, là, on est à 1/6 de cette valeur-là. Au moment où vous appuyez sur l'interrupteur dans la centrale, il va s'écouler 1/6 de seconde avant, il va y avoir un petit décalage avant que de l'ordre de 1/6 de la période des 20 millisecondes, avant que l'information arrive de l'autre côté de la France. Donc, pour les réseaux européens, les gens qui font de l'électricité à grande échelle doivent prendre en compte ces problèmes de transmission d'informations électriques. Mais nous, à notre échelle en TP,
on est tranquille, et même à l'échelle du département ou de la région, on est relativement tranquille si jamais on étudie une centrale électrique pour voir à quoi ça correspond. Alors, une fois qu'on a ces choses-là, on va essayer de donner quelques ordres de grandeur, parce que c'est important que vous connaissiez les ordres de grandeur des objets qu'on va manipuler en TP, donc ordre de grandeur. On en donnera d'autres par la suite. Divers ordres de grandeur. Alors, donc en TP, on aura des tensions U qui vont être de l'ordre de 10 volts. Plus rarement, on peut aller jusqu'à 30 volts, parce qu'on va avoir une alimentation en plus 15, moins 15, donc la différence de potentiel va être de l'ordre de 30 volts, mais c'est la dizaine de volts. Sur le réseau, si vous mettez les doigts dans la prise, vous savez que c'est du 230 volts de différence de potentiel. Alors attention, ça va être une différence de potentiel, une tension efficace, mais c'est bon d'avoir l'ordre de grandeur. La valeur efficace, c'est de l'ordre de 230 volts. On expliquera plus tard qu'est-ce que ça signifie. Valeur efficace. Pour le moment, il faut juste savoir que c'est des tensions de l'ordre de la centaine de volts. 2 à 3 centaines de volts. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez que la dose létale de courant admissible, ça va être 50 mA pendant une seconde. Si vous soumettez votre corps à un courant électrique de 50 mA pendant une seconde, principalement votre cœur, à un courant électrique de 50 mA pendant plus d'une seconde, il y a de bonnes chances qu'il ait fait un arrêt et qu'on n'arrive plus à le redémarrer. Donc, on va essayer de manipuler uniquement des courants qui sont de l'ordre du milliampère, comme ça on n'aura pas trop de soucis. Mais si en TP, on se dit 10 volts, 50 milliampères, on peut se poser un petit peu la question de est-ce que c'est bien raisonnable de vous faire manipuler des choses comme ça? La réponse est plutôt oui, parce que quand vous prenez, et si vous essayez de mesurer la résistance interne, votre résistance qui a par exemple entre ce point-là et ce point-là, vous allez avoir une résistance qui est de l'ordre du kilo-ohm, voire plus, voire même de la dizaine de kilo-ohm. Ça dépend. Donc, la résistance interne du corps, c'est de l'ordre de 1 kilo-ohm. Et donc, je prends un tout petit peu d'avance, mais U est égal à R fois I. Donc, le courant, ça va être U sur R. Si on a du 10 volts et on divise par 1 kilo-ohm du 10 puissance 3, vous voyez que ça me donne 10 moins 2 en unité du système international, c'est-à-dire en ampères, c'est-à-dire 10 milliampères. Donc en règle générale, même si vous mettez les doigts dans la prise directement du générateur, vous aurez que des courants de l'ordre de 10 milliampères qui vous traversent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, pas du tout, mais ça veut dire qu'il n'est pas besoin d'être complètement flippé quand vous manipulez les circuits électriques et les fils électriques. Ils sont de toute façon sécurisés. Normalement, vous ne pouvez pas être en contact directement avec les parties métalliques pour la plupart des fils que l'on a, enfin pour tous les fils qu'on a en TP. Mais pour autant, vous n'êtes pas en danger. Vous allez vous prendre une châtaigne, si jamais ça peut arriver, si vous ne faites pas attention et que vous touchez tout d'un et vous faites court-circuit avec votre main, ça fera une châtaigne, ça fera un petit peu mal, mais ça ne devrait pas être mortel. Ceci dit, méfiez-vous quand même. Le plus grand danger lors des électrocutions, comme vous voyez, il faut un certain temps de parcours pour avoir ces 50 milliampères, c'est que si jamais vous touchez des fils électriques, étant donné que vos muscles sont pilotés par l'électricité, ils vont recevoir un courant électrique qu'ils vont interpréter comme une instruction de votre cerveau pour serrer les muscles, et vous risquez de maintenir le contact parce que les muscles sont tétanisés sur la fonction je tire et j'appuie là-dessus.
Et donc, si jamais vous touchez, et si vous voyez quelqu'un qui est en train de s'électrocuter, il faut éviter de le toucher, sous peine d'être vous-même électrocuté. Par contre, vous pouvez prendre un objet, si possible, un objet non conducteur, et par exemple une grosse branche en bois, et puis vous tapez sur les doigts. Alors ça lui fera peut-être un petit peu mal, mais ça lui sauvera peut-être la vie, pour éviter que le contact continue à se faire, et comme ça vous coupez le courant électrique et vous limitez les dégâts induits. Alors à noter que si jamais vous mettez ces deux doigts là, la plupart du temps le courant va passer par là, donc ça vous brûlera les mains, mais ça ne devrait pas arrêter le cœur. Par contre, si c'est les deux doigts comme ça, si vous, par exemple vous faites des réparations dans la maison, que vous changez un interrupteur et puis vous faites pas attention, vous avez oublié, ce qu'il faut jamais faire, vous avez oublié d'enlever les plombs sur la partie correspondante et que vous touchez les deux, bah, vous risquez de vous prendre du 230 volts, 230 volts divisé par 1 kA, vous arrivez déjà à du 200 mA. Du 1 kΩ, pardon, 230 volts sur 1 kΩ, ça fait du 200 mA, et là, le 200 mA, c'est vraiment dangereux. Et en plus, si vous touchez avec les deux bras, sur le trajet, vous avez votre cœur qui est là-dessus, donc faites vraiment attention. Toujours, quand vous manipulez, si jamais vous avez une ampoule à changer, une lampe à changer, un interrupteur à changer, regardez le système électrique, enlevez les plombs, alors coupez l'alimentation générale si jamais vous voulez être sûr, mais normalement vous pouvez sélectionner juste la partie, vérifiez avec un voltmètre, toujours avoir un voltmètre à la maison, qu'effectivement la tension est nulle aux bornes, comme ça vous êtes tranquille, pour ne pas avoir de problème lorsque vous allez devoir toucher les deux bornes. Alors au passage, j'en reparlerai certainement en TP, mais au passage, c'est pour ça que justement on a des disjoncteurs électriques. C'est si jamais le courant qui passe dans votre disjoncteur est trop important, et notamment ne repasse pas par le disjoncteur, parce que si vous avez touché, il y a de bonnes chances que ça passe par le sol et ça s'échappe. À ce moment-là, votre disjoncteur, s'il voit qu'il y a plus que 50 mA qui partent dans la nature, pouf, tout de suite, il arrête le courant et normalement, ça devrait vous permettre de vous sauver la vie. Dans les salles de bain, le disjoncteur est réglé sur une valeur plus faible pour la simple raison que quand vous êtes dans la vie de tous les jours, vous avez généralement des chaussures, des chaussons, des choses qui vous isolent un tout petit peu du sol, donc qui vont augmenter votre résistance interne par rapport au sol, alors que dans la salle de bain, si vous êtes pieds nus, en plus en faisant un bon contact avec une surface mouillée, votre résistance interne va être plus faible, et donc le courant pour une même tension va être plus important, et on va essayer d'enlever, d'éviter, enfin de faire cette disjonction plus rapidement pour que ça fonctionne. Bref, donc ça c'est les ordres de grandeur. À noter que quand vous utilisez un sèche-cheveux, toujours avec du 230 volts en valeur efficace, c'est généralement marqué que votre sèche-cheveux il est à 1 kW à peu près. Quand vous faites le calcul, la puissance, donc les kilowatts, c'est la tension que multiplie l'intensité, on va le présenter juste après. Ça veut dire que vous avez quand même du 5 ampères qui passe dans le sèche-cheveux, donc c'est pas négligeable là à comparer aux 50 mA qui suffisent à faire dysfonctionner votre cœur. Donc, faites attention à ce genre de choses. Après, si vous avez des lignes moyenne tension, donc entre des maisons, elles sont à 20 000 volts. Donc là, ne vous amusez jamais à toucher les lignes moyenne tension, et des lignes très haute tension, ça peut monter à 200 000, voire 2 millions de volts. Donc là, jamais monter à des pylônes électriques pour s'amuser à arriver à toucher les lignes électriques. Je vous raconterai une petite histoire en TP à ce niveau-là à propos des Darwin Awards. Bon, donc ça c'est pour les différents ordres de grandeur des valeurs qu'on croise en TP, et puis on va introduire la notion de puissance électrique. Et pour ça, je vais avoir besoin de parler un petit peu d'histoire de convention. Alors déjà, la puissance électrique, comme la puissance mécanique d'ailleurs, que vous avez certainement déjà rencontrée, elle se mesure en watts. En watts de monsieur Watt. Alors, du coup, comme c'était un monsieur, l'unité
Le symbole de l'unité est une majuscule, mais l'unité en elle-même est toujours écrite avec des minuscules. Bon, en général, vous utiliserez toujours le symbole. Ça se mesure en watts et c'est homogène à une tension que multiplie un courant. Donc, est homogène à une tension multipliée par un courant. On verra aussi en mécanique que c'est homogène à une force multipliée par une vitesse. Donc une tension multipliée par un courant. Donc ça c'est pour l'homogénéité. Et puis on va distinguer selon la convention utilisée. Donc je réintroduirai plus loin les conventions. Mais quand vous avez un dipôle, je vais représenter de manière générique par un petit rectangle comme ça, qu'il est parcouru par un courant I, il y a une convention qu'on appelle une convention récepteur, qui est quand on met la tension orientée à l'opposé du courant qui traverse. Alors, c'est une convention, le sens du courant est conventionnel. Si ça se trouve, le courant en vrai, il va dans l'autre sens. Mais ça, je m'en fiche. C'est la manière, c'est bien pour ça que ça s'appelle une convention, c'est la manière dont je décide de calculer les choses. Et puis après les calculs, je verrai si les choses sont positives ou négatives. Donc, quand je suis en convention récepteur, on va définir la puissance reçue par le dipôle. C'est bien pour ça qu'on appelle ça convention récepteur. C'est parce qu'on regarde la puissance qui est reçue par le dipôle. Elle est donnée par la formule. Donc la puissance reçue, c'est égal à la tension. Donc c'est une valeur qui peut être instantanée, dépendre du temps. C'est la tension en convention récepteur, qui peut dépendre du temps, multipliée par le courant, donc la tension aux bornes du dipôle, multipliée par le courant qui traverse le dipôle à cet instant-là. Donc c'est bien aux bornes du dipôle pour lesquelles on calcule les choses qui sont reçues. Si c'est positif, c'est effectivement reçu, mais si jamais le calcul vous donne une valeur négative, c'est pas un souci, ça veut simplement dire que cette puissance, elle est en fait donnée par le dipôle à l'extérieur. Si je reçois par exemple une somme négative, ça veut simplement dire sur mon compte en banque que c'est moi qui ai dépensé cette somme vers l'extérieur. On appelle la convention du banquier. Donc la puissance reçue en convention récepteur, c'est UI avec le U récepteur. Si au contraire je me place en convention dite générateur, donc j'ai potentiellement le même dipôle, un I qui est là, mais je décide d'orienter U dans l'autre sens, donc j'ai une tension U générateur. On va tout de suite voir que comme U c'est le potentiel d'un côté moins le potentiel de l'autre, celui-là c'est le potentiel de l'autre moins le potentiel de l'un, c'est donc fortement l'opposé. Le U récepteur c'est l'opposé du U générateur et réciproquement. Et donc il y a un lien entre ces deux trucs-là qui va juste être un signe. Mais il y a certains dipôles où ce sera sympathique de les étudier en convention récepteur, parce qu'ils sont naturellement récepteurs la plupart du temps, et d'autres qui sont naturellement générateurs, où on va naturellement choisir la convention générateur, parce que les interprétations, ça nous permet tout de suite d'avoir a priori les bons signes. Donc en convention générateur, la puissance fournie par le dipôle au reste du circuit elle s'écrit donc puissance fournie instantanée, donc qui dépend du temps, c'est la tension en convention générateur à l'instant T multipliée par le courant qui traverse
le dipôle. C'est la tension aux bornes du dipôle, orienté en générateur, multiplié par le courant. Donc vous voyez bien qu'en fait, pour un courant donné, vous allez choisir la tension dans un sens ou dans l'autre, selon que vous voulez calculer ce qui est reçu ou ce qui est fourni par le dipôle au reste du circuit. Donc ça va être notre puissance en convention générateur, la puissance qui va être fournie. Et bien sûr, remarque, comme pour un même dipôle, comme U récepteur, c'est l'opposé du U générateur, on n'a que la puissance reçue par le dipôle à un instant t, c'est l'opposé de la puissance qu'il fournit. C'est bien pour ça que s'il reçoit une puissance négative, ça veut dire qu'il fournit une puissance positive au reste du circuit. Voilà. Alors, on va faire un petit exercice d'application. Et ce petit exercice d'application, on va dire qu'on a un réveil. Puis vous allez réfléchir une fois que j'aurai donné l'énoncé. Donc on a un réveil qui est alimenté par une pile. Qui est une pile standard alors quelle pile j'ai pris ici, donc j'ai du 1,2 volts. 1,2 volts. Donc j'ai une pile qui est comme ça, et puis c'est un réveil à aiguille, de sorte que chaque seconde, il doit donner une petite impulsion pour faire bouger l'aiguille. Et donc si on représente en fonction du temps l'intensité qui est à fournir dans votre réveil, ça fait un machin qui fait comme ça. Hop, j'ai un petit pic là lors du déplacement de l'aiguille. Hop, etc. Donc là, je suis à 0,4 mA. Donc la plupart du temps, le réveil, il y a quand même des circuits à faire tourner, donc il consomme un petit peu de courant. Et lorsqu'il doit faire bouger l'aiguille, il a besoin d'une puissance plus importante et il consomme un courant plus important de 6 mA. Vous avez une seconde entre deux pics successifs et un pic est de taille 30 millisecondes. Voilà, donc grâce à ça, j'aimerais deux choses. J'aimerais la puissance maximale qui est fournie dans le circuit à un instant donné, la puissance minimale et puis la puissance moyenne fournie lors de l'utilisation de votre réveil. Et ensuite, j'aimerais la durée d'utilisation. La durée d'utilisation, sachant que sur votre pile, il y a marqué NIMH 2400 mAh. Et il va falloir essayer d'interpréter cette information parce que ça ressemble à un courant, mais bon, il y a des heures aussi. Donc, savoir combien de temps on peut utiliser ce réveil. En d'autres termes, est-ce que c'est le réveil pour mes enfants, est-ce que je vais devoir leur changer les piles tous les 2 jours, tous les mois, tous les ans? Donc à chaque fois, combien de temps il s'écoule avant que je sois obligé de recharger les piles correspondantes? Bon, réfléchissez pendant 2 minutes et puis on se retrouve juste après. Allez, procédons à la correction de ce petit exercice. Donc l'idée ici est d'imaginer que bien sûr on est ici en convention récepteur, c'est implicite dans l'énoncé, mais de calculer la puissance sur les 2 endroits. On sait que notre système, notre réveil est soumis à une tension de 1,2 volts, qui reçoit un courant qui vaut de temps en temps 6 mA, de temps en temps 0,4 mA. Donc on a directement la puissance maximale reçue qui va être les 1,2 volts que multiplient les 6 mA, donc 6, 10, moins 3. Donc 6 fois 1 ça fait 6, 6 fois 2 ça fait 12, donc on a du 7,2 10 moins 3 watts, donc du 7,2 milliwatts comme puissance
maximale. La puissance minimale, elle, va être donnée avec le courant minimal. Le courant minimal est de 0,4 mA, donc j'ai 1,2 multiplié par 0,4 10-3, c'est-à-dire 4 10-4. 4 fois 1, ça fait 4, donc ça me fait du 4 fois 2, ça fait 8. 4,2 10-4, ce qui me donne du 0,48 milliwatts. Donc là, j'ai la puissance minimale, la puissance maximale. Pour avoir la puissance moyenne, il suffit que je pondère par le temps pendant lequel j'ai mes différentes valeurs. Donc la puissance moyenne, ça va être alors on va appeler taux, c'est 30 millisecondes, histoire d'avoir une expression littérale, correcte. On va voir taux, c'est 30 millisecondes, et grand T, la période globale. Donc la puissance moyenne, ça va être taux fois la puissance maximale, plus T moins taux fois la puissance minimale, divisé par la période totale. Et en faisant le calcul, on va obtenir, donc si je demande gentiment, on va obtenir, donc taux c'est 30 10-3, donc j'ai du 30 fois 7,2, donc le tout du coup ça va me faire du 10-6, plus du coup 970 fois 0,48, donc 10-6, divisé par 1 seconde, 1. 3 fois 7, ça fait 21, donc là j'ai du 210, donc ça fait à peu près du, en milliwatts, 0,21. Plus, donc ça c'est à peu près du 0,5, donc une division par 2, donc ça me fait du 450 pour le 900, plus 35, donc 485, donc 0,485, 0,48, alors vraisemblablement on va arrondir à 49 en milliwatts, et donc ça me fait 0,70 milliwatts. Alors j'ai bien quelque chose qui est supérieur à la puissance minimale, toujours vérifié, qui est inférieur à la puissance maximale, et qui est effectivement plus proche de la puissance minimale que de la puissance maximale, étant donné que j'ai la plupart du temps qui est passé sous forme de le réveil ne fait quasiment rien. Donc pour répondre à la deuxième question, il va falloir se poser la question de savoir quelle est l'information qu'on a lorsque on dit que on stocke quelque chose qui correspond à 2400 mAh. Donc ça, un courant multiplié par un temps, ça vous donne en fait une charge. C'est la quantité de charge qu'on est capable d'injecter dans le circuit. Donc ça semble assez logique que dans une pile, le but ce soit de stocker des charges, et ensuite on va faire distribuer ces charges à l'intérieur du système. Mais il y a une autre manière d'interpréter ça, c'est de se dire que si on regarde lors de la durée d'utilisation, ça reste un courant multiplié par un temps, et donc ça doit être égal au courant moyen que multiplie le temps d'utilisation. Et donc ce courant moyen fois ce temps d'utilisation, ça doit me donner ces 2400 mAh. Alors après, si je trouve mon courant moyen en milliampères, je peux donc en déduire le temps en heures en utilisant directement les unités qui sont données ici, puisque c'est pas les unités du système international. Et donc il va falloir se débrouiller. Alors comment est-ce que je peux trouver le courant moyen? Vous avez que la puissance moyenne qu'on vient de calculer, elle est égale au courant moyen que multiplie la tension U qui vaut toujours les 1,2 volts. Résultat, le courant moyen
va être donné par la puissance moyenne qu'on a trouvée là, de 0,7 milliwatts, divisé par les 1,2. Donc c'est 0,7, je vais garder des millis, comme ça je serai en milliampères. 0,7 divisé par 1,2. Alors 1,2 c'est 6 cinquièmes, donc c'est 0,7 multiplié par 5 sixièmes, 0,7 multiplié par 5, 7 fois 5, ça fait 35. Donc j'ai du 3,5 sur 6, qui est à peu près 3,6 sur 6, et 36 divisé par 6, c'est sympa parce que ça fait 6, donc ça me fait du 0,6 milliampères. On vérifie quand même que c'est cohérent. J'avais un courant minimal de 0,4 milliampères, donc c'est normal que le courant moyen soit supérieur à ça, et un courant maximal de 6 milliampères. Là encore, c'est normal que j'ai un facteur 10 d'écart parce que le temps sur lequel j'ai le courant minimum, le courant maximum était très court. Bien, donc j'ai du 0,6 ampères, donc mon temps d'utilisation, ça va être les 2400 mAh divisé par ce I moyen, donc 2400 mAh divisé par 0,6 mA. Alors 2424 divisé par 6, ça fait 4, et du coup je me retrouve avec ici, si je divisais effectivement par 6, ça me ferait 400, donc je divise par 0,6, ça me fait du 4000, donc j'ai un temps d'utilisation de 4000 heures. 4000 heures à 24 heures par jour, on va dire 20 pour arrondir, donc divisé par 10, ça me fait à peu près 200 jours. 200 jours, c'est 100 jours, ça correspond à 3 mois, 200 jours, ça fait à peu près 6 mois, donc c'est environ 6 mois. Alors bien sûr, si vous faites des applications numériques un petit peu plus correctes, vous allez trouver une valeur un petit peu plus précise de ce truc-là. Moi, j'ai tout fait de tête, mais l'ordre de grandeur, en tout cas, est le bon, parce que si je devais changer les piles du réveil de mes enfants tous les 2 jours, je peux vous dire que ils n'auraient pas de réveil, pour la simple raison que ça va être pénible de systématiquement prendre le tournevis, changer les piles, les mettre à recharger, les remettre, et puis relancer le système et le remettre à l'heure. Donc, quelques mois me semble un temps qui est tout à fait raisonnable pour avoir un réveil. Ok, donc ça c'est pour la réalisation de ce petit exercice. Alors on va parler un tout petit peu vocabulaire, histoire de voir ce qu'on va utiliser par la suite, puisque l'électricité n'est pas forcément quelque chose que vous avez fait in extenso. Donc on va donner les mots de vocabulaire qui nous seront utiles par la suite, et on verra en fait en pratique comment est-ce que on peut récupérer la signification de ces mots-là. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle un nœud? Un nœud, ça va être le point de jonction d'au moins 3 fils. Alors bien sûr, quand je parle de fils, je parle de fils utiles, parce que si vous mettez 2 fils en parallèle l'un de l'autre, ce ne sera pas très utile et ce ne sera pas un nœud pour autant. Bon, donc point de jonction d'au moins 3 nœuds. Ensuite, on va pouvoir définir ce que c'est qu'une branche. Une branche, ça va être une partie de circuit entre 2 nœuds consécutifs. Et ces branches-là, ça va être sympathique parce que dans une branche, le courant, il va pas pouvoir sortir, il ne peut aller ailleurs que quand il y a un embranchement, c'est-à-dire un nœud. Donc, dans une branche, le courant sera le même partout. Donc, la branche, partie de circuit entre 2 nœuds consécutifs. Vous avez une maille, parce qu'on va parler loi des mailles plus tard. Donc une maille, c'est un ensemble de branches qu'on met bout à bout et qui constitue un contour fermé qu'on peut parcourir en ne passant qu'une seule fois parmi chaque nœud. Donc, ensemble de branches constituant un contour fermé
qu'on peut parcourir. En ne passant qu'une fois par chaque nœud. Ok, donc ça c'est pour ma branche, c'est pour ma maille, pardon. Ensuite, vous avez, qu'est-ce que c'est quand on dit que deux dipôles sont en série? Donc deux dipôles sont dits en série si ils appartiennent à une même branche et donc s'ils partagent un même courant. Donc dipôles en série. Ça veut dire qu'ils appartiennent, ils ne sont pas forcément l'un à côté de l'autre, mais ils doivent forcément appartenir à une même branche. Et donc, ils sont parcourus par le même courant. Et ça, c'est un point important. Vous avez, quand vous êtes dans une branche, dans le cadre de la RQS, vous avez que le courant est le même en tout point de la branche et donc deux dipôles en série vont être parcourus par le même courant. Et on a l'aspect deux dipôles sont dits en parallèle. En parallèle, si, quand vous prenez les bornes de vos deux dipôles, alors un dipôle c'est un truc qui a deux bornes, bah vous pouvez tracer un fil qui va d'une borne à l'autre sans croiser aucun autre dipôle. Donc parallèle, leurs bornes sont reliés par des fils. Et ces dipôles, quand ils sont en parallèle, ils partagent forcément la même tension, donc le même U. Donc vous avez la même tension par construction sur ces deux dipôles. Alors on va tout de suite faire un petit exemple. Si je prends un système qui va être comme ça. Alors j'expliquerai ce que sont les différents dipôles par la suite, mais déjà là vous voyez qu'il y a deux nœuds, un nœud A, un nœud B, un point de jonction de au moins 3 fils, de vrais fils différents. J'ai du coup 3 branches, la branche qui passe par la bobine, la branche qui passe par cette résistance là, et la branche qui passe de l'autre côté ici. Ces trois-là, ils sont en série, donc lui est en série avec cette résistance. Hein. Bon, ils sont aussi en série avec l'ensemble, ce qu'on va appeler l'impédance équivalente à ces deux trucs-là. Mais là déjà, on va faire des choses simples. Donc là, les trois sont en série, et puis ces deux-là, ils sont en parallèle. Et pour savoir si deux objets, deux dipôles sont en parallèle, il y a une règle relativement simple, qui tient aussi avec des couleurs, c'est vous partez d'un des dipôles, d'une borne d'un des dipôles, et vous ne suivez que des fils, et vous devez arriver à la borne d'un de l'autre dipôle. Vous faites la même chose de l'autre côté, hop, et vous arrivez ici. Et si je continue avec ça, donc, il faut avoir pas mal de crayons de couleur dans votre trousse pour réussir à le faire. Vous voyez que là, je suis toujours sur le même fil en rouge. Ok, donc là, j'arrive avec du rouge. Là, j'arrive avec du vert. Là, je vais mettre un fil en bleu, et puis moi j'arrive au bout de mes couleurs, donc le dernier fil il est en noir. Vous voyez que la bobine et la résistance vert, vert, rouge, rouge, ils sont en parallèle. La bobine et le générateur
rouge, rouge, ok, vert, bleu, ça marche pas. La bobine et cette résistance vert, vert, ok, mais rouge, noir, ça marche pas. La bobine et le condensateur, ça marche pas du tout. Si on prend ces trois trucs ensemble, par contre, si on considère que ça, c'est, je sais pas, un gros dipôle, un super dipôle. Vous voyez, vert, vert, rouge, rouge, bah, ce super dipôle est en parallèle de la bobine et aussi en parallèle de la résistance et donc partage la même tension aux bornes, à condition bien sûr de la prendre dans le même sens. Bien, donc ça c'est pour manipuler les circuits électriques. Vous allez voir qu'on aimera beaucoup travailler sur des circuits équivalents parce que ça nous permet de simplifier les choses et plus on fait de travail sur des schémas, moins on a de calculs à faire et parfois ça nous permet de limiter les erreurs potentielles de calcul lors des résolutions. Alors, loi des mailles et loi des nœuds. Donc, loi des mailles et loi des nœuds. On va énoncer, vous verrez que c'est relativement naturel. Alors, si on va prendre n'importe quoi, un système avec plusieurs résistances et puis d'autres fils qui partent et puis je prends un point A, un point B, un point C, un point D. Alors ça peut être des points, juste des points ou des nœuds, c'est-à-dire que je peux ou pas avoir des choses qui sont par ici. Donc la loi des mailles, elle dit quoi? Elle dit que en fait j'ai une certaine relation avec les tensions. Si je considère la tension UAB, je vous rappelle que la pointe de la flèche est toujours vers la première lettre, UBC, UCD et UDA, ben, la loi des mailles, elle stipule que UAB plus UBC plus UCD plus UDA est égal à 0. Et on va la démontrer. UAB, par définition, c'est VA moins VB. OK. UBC, pour la même définition, c'est le potentiel en B moins le potentiel en C. OK. UCD, c'est le potentiel en C moins le potentiel en D. Je pense que vous pouvez terminer tout seul. Et UDA, c'est le potentiel en D moins le potentiel en A. Très bien. Ça, qu'est-ce que je vois? Ben, je soustrais le potentiel en B et j'additionne le potentiel en B. Donc ça simplifie, quelle que soit la valeur du potentiel en B. Pareil pour le potentiel en C et pour le potentiel en D. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste VA moins VA. Ah bah ça, c'est 0. Voilà, si vous revenez au même endroit, vous avez la même valeur. Et ça, c'est exactement la même chose que quand vous faites un tour, vous partez du 3e étage du bâtiment D au Kléber, vous descendez au 1er étage, ensuite vous allez dans la cour, vous montez au 5e dans le bâtiment F, vous revenez, vous passez par le 2e du bâtiment D, et puis finalement, vous revenez dans la salle de départ au 3e étage du bâtiment D. Quelle est votre variation d'altitude? Ben, vous avez monté, descendu, remonté, redescendu, mais finalement, vous avez autant monté que ce que vous avez descendu, et comme vous êtes retour à votre point de départ, vous êtes à la même altitude, donc la différence d'altitude est nulle. Ben, c'est pareil pour les tensions, et c'est exact, enfin pour les potentiels, puisque les potentiels peuvent être reliés relativement facilement aux énergies potentielles, et de la même manière qu'à l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la loi des mailles s'exprime en disant que la somme des tensions dans une maille, c'est-à-dire à condition de revenir au point de départ, est nulle à condition que vous preniez toutes les tensions dans le même sens.
Et il y a une autre manière de l'écrire, dans une maille, hein, c'est quand même important de dire qu'on reste dans une maille. C'est bien pour ça que ça s'appelle la loi des mailles. Donc la somme des tensions dans un même sens, vous pouvez aussi l'écrire en disant que la somme des tensions quand on regarde dans le sens direct, donc on regarde toutes celles qui retournent dans le sens trigonométrique, va être égale à la somme des tensions dans le sens indirect. Alors souvenez-vous, le sens direct, c'est le sens anti-horaire, et puis le sens horaire, c'est le sens indirect. Du coup, mais bon, de toute façon, c'est ce qui tourne dans un sens, la somme des tensions dans un sens, c'est égal à la somme des tensions dans l'autre sens. C'est une autre manière d'écrire votre loi des mailles. Alors, moi j'ai encore une autre manière de le faire en pratique. On verra ça dans le petit exercice et je vous présenterai ma manière de faire. Donc ça c'est pour la loi des mailles. Et on a aussi la loi des nœuds. La loi des nœuds, elle dit quoi? Elle dit que à un nœud, donc à un nœud, la somme des i qui entrent dans le nœud est égale à la somme des i qui sortent. Donc tout ce qui rentre doit ressortir quelque part. Donc quand vous avez un nœud comme ça, avec un I1, un I2 et un I3, il y a I1 et I2 qui rentrent, il y a I3 qui sort, donc je dois avoir que I1 plus I2 est égal à I3. Alors dit comme ça peut peut-être choquer si jamais vous avez choisi de prendre votre nœud et d'orienter vos courants I1, I2, I3. Puisque là, j'ai I1, I2 et I3 qui rentrent, et j'ai rien qui sort. Je viens de vous dire, tout ce qui rentre doit ressortir. Mais en fait, ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci pourquoi? Parce que votre courant, il peut être positif ou négatif. Ça, tout ce que ça vous dit, c'est que il existe au moins un courant positif et un courant négatif, de sorte que la somme puisse être nulle. Ça veut dire que en vrai, il y a une des orientations qui a été entre guillemets mal choisie, c'est-à-dire qu'en fait le courant va aller dans l'autre sens. Alors ces histoires de choix d'orientation, alors c'est sûr que si vous le mettez dans le bon sens, vous obtenez des trucs positifs, ce sera peut-être plus simple pour l'interprétation au début, mais comme très rapidement on va arriver avec des courants alternatifs qui vont être alternativement positifs et négatifs sur une période, ça aura plus de sens de se dire c'est le vrai sens du courant. On s'en fiche puisque une fois sur deux il va être négatif, une fois sur deux il va être positif. Donc ça n'est pas gênant d'avoir ça. La seule chose qui est importante, c'est d'après la convention que vous avez choisie, ce I3 là, c'est l'opposé du I3 qui est ici. On n'a pas choisi la même convention d'orientation dans notre circuit et donc on a un résultat qui s'écrit différemment, mais en sous-jacent, les valeurs qu'on va trouver, le I3 qu'on va avoir ici et le I3 qu'on pourrait déterminer là, en valeur absolue, ça va être la même chose, et il y aura juste un signe de différence. Donc, c'est totalement cohérent, c'est pas un problème d'avoir une somme de courants qui rentre et rien qui ressort. Ça veut simplement dire qu'il y a au moins un des courants là-dedans qui est négatif, et puis au moins un qui va être positif. Alors, on va se faire un petit exercice en se prenant un ensemble dipôles et puis on va essayer de déterminer du coup les différents. Alors il y a certains dipôles que vous ne connaissez pas encore, mais c'est pas un souci. Hop, une petite bobine et une petite source de tension. Donc là, on a une capacité C, une résistance R, une bobine L1, une bobine L2. Ici,
on va avoir un courant état 0. Là, on va dire que c'est un I3. Là, on aura le I2. Là, on aura le I1, par exemple. Là, on a du E. On a un UL1 dans ce sens-là, un U état 0 dans ce sens-là, un UR là, un UC comme ça par exemple, et un UL2 comme ça. Voilà, je les ai mis au hasard. Et l'idée, ça va être, vous devez m'écrire toutes les lois des nœuds disponibles, toutes les lois des mailles disponibles, peut-être faire une remarque sur le caractère indépendant ou non de ces différentes lois, et puis voir à quoi ça correspond. Donc j'ai introduit les tensions, j'ai introduit les courants, il y a juste encore une tension supplémentaire qu'on va devoir introduire, ça va être celle-là. Par exemple, pour le moment vous ignorez cette flèche-là, on l'expliquera un petit peu plus tard. Et voilà, j'ai un ensemble de 6 dipôles et j'aimerais avoir les lois des nœuds et les lois des mailles correspondantes. Allez-y, faites ça, en 2 minutes c'est écrit, et puis après on vérifie si c'est dans le bon sens. C'est bon? Alors, on va commencer par les lois des nœuds. J'ai un nœud ici et un nœud là. Là, ce qui rentre, j'ai I1 qui rentre, j'ai I3 qui rentre et j'ai I2 qui ressort. Après, pour avoir la deuxième, il faut que je continue. Mon I2, il fait comme ça. Donc, quand j'arrive ici, j'ai I2 dans ce sens-là. Et puis I1, bah, ça veut dire que comme il part là, je suis obligé d'avoir un I1 qui part comme ça. Donc, sur le deuxième nœud, j'ai I2 qui rentre et j'ai I1 et I3 qui ressortent. Donc là, vous voyez, quand j'ai deux nœuds, en fait, j'ai qu'une seule relation. Parce que naturellement, les deux se simplifient. De manière générale, quand vous avez un certain nombre de nœuds, vous avez moins de relations qu'il n'y a de nœuds. Je vous laisse réfléchir pour savoir combien de relations on peut avoir en général. Par exemple, si on a 3 nœuds, si on a 4 nœuds, si on a 5 nœuds. Donc ça, c'est pour les lois des nœuds. Loi des mailles, donc ça c'est les nœuds. Loi des mailles. Alors, j'ai combien de mailles? On a 3 mailles. On a celle-ci, celle de gauche, celle-ci, à droite, et puis on a la maille globale qu'on peut aussi parcourir en passant une seule fois par chaque nœud, la branche externe et la deuxième branche externe. Alors, la tension aux bandes d'un fil, il faut juste savoir que c'est 0, donc en fait, ici, c'est comme si j'avais 0. Là, je vais commencer à celle-là en regardant, en me baladant dans ce sens-là. Donc, quand j'écris la loi à gauche, je vais avoir UL2, donc je choisis mon sens positif par là. Ensuite, j'arrive ici, je vais à l'opposé du UE, donc ça va être du moins UE qui m'intéresse. Et là, je vais par là, je vais à l'opposé du UC, donc c'est moins UC. Et plus le 0 qui correspond à la tension aux bornes du fil, qui est égal à 0. Bien. Donc ça, c'est pour la première maille. Première manière de faire. Ensuite, je vais prendre la deuxième. Allez, je vais tourner dans l'autre sens. La deuxième maille, je vais à l'opposé de cette flèche-là. Donc, j'ai du moins U état 2. Ensuite, je vais dans le bon sens pour continuer pour UL1. Et je vais à l'opposé pour UR. Et de nouveau, je reviens ici avec une tension nulle, ça me fait 0. Bon, ça c'est une manière de fonctionner. Après, je peux très bien dire que la tension qui est là, ça peut être celle qui est comme ça, ou celle qui est comme ça. C'est-à-dire que j'ai le droit d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc, quand j'accumule les tensions dans un sens, ça va être égal à l'accumulation des tensions dans l'autre sens. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir écrire que j'ai plus UL2 moins UE plus moins UC.
qui va être égal à, quand je pars dans l'autre sens, donc moins U est à 0, plus UL1 moins UR. Alors là, vous vous rendez compte qu'en fait, sur ces trois relations, il n'y en a que deux qui sont indépendantes. Celle-ci, c'est juste une redite que de celle-ci, en disant que ça, bah, c'est égal à 0, ça, c'est égal à 0, et 0 étant égal à 0, ça doit être égal à ça. Donc là aussi, dans les mailles, quand vous avez, d'ailleurs on appelle ça généralement un circuit à 2 mailles, et pas un circuit à 3 mailles, parce que la troisième, elle nous apporte rien de plus au niveau d'information, et donc en règle générale, on va pas la prendre. Alors je vais reprendre sur un exercice qui va être une forme qui est très courante. Très souvent, on va avoir des exercices qui vont être comme ça, avec une tension E ici, et puis une résistance petit r, une résistance grand R. On va mettre U grand R dans ce sens-là, U petit r dans celui-là. Et là, vous allez voir que ma méthode, je pars dans un sens ou je pars dans l'autre, va être plus intéressante, parce que là, j'ai mis les flèches totalement au hasard. En règle générale, quand vous avez un exercice, vous n'allez pas tout à fait les choisir au hasard. Et donc, je vais aller de ce point-là à ce point-là. Donc, pour y aller, je peux soit monter en allant directement par E, soit me dire, je vais par là. Bon, ça me donne 0, c'est la tension aux bornes d'un fil. Puis, je monte de UR, ok. Puis je monte de U petit r. Et donc je vais naturellement avoir que E est égal à U grand R plus U petit r. Si je l'avais fait en disant c'est la somme dans un sens, c'est E moins U petit r moins U grand R moins 0 égale 0. Donc j'ai bien E égale U grand R plus U petit r quand je l'ai fait passer de l'autre côté de la relation. Donc ça, c'est la manière dont je vais le plus souvent écrire les lois des mailles dans les circuits très simples à une maille, en essayant de suivre les générateurs d'un côté et tous les récepteurs de l'autre côté. Ça me simplifiera la plupart du temps la vie, à condition que j'ai bien orienté mes dipôles et bien choisi ma convention. Donc on termine cette partie avec justement les histoires de convention. Donc les histoires de convention, c'est quoi? C'est de se dire que on a le choix sur les orientations des flèches, des tensions et des courants. On les met comme on veut, puisque c'est juste un moyen de compter quelque chose positif ou négatif, d'indiquer quel est le sens dans lequel je vais le mettre positif. Et donc on va avoir deux types de conventions. La convention générateur. Et en convention générateur, vous avez généralement un générateur de tension comme ce machin-là. Et le générateur de tension, il faut retenir qu'il a tendance à essayer de pousser, s'il gagne dans le circuit, essayer de pousser le courant dans le même sens. Donc la flèche de tension indique le sens où le générateur, parce que bien sûr la convention générateur va plutôt être utilisée pour le générateur, mais c'est pas obligatoire, où le générateur veut pousser le courant. Et donc on va mettre U et I dans le même sens. Et donc si on a un dipôle standard avec un I qui va comme ça, on va poser le U générateur, on va noter ça U gène, dans ce sens-là. Et au contraire, j'ai la convention récepteur qui va être la convention inverse, U récepteur et I en sens contraire. Donc si je mets I dans ce sens-là, le U récepteur va être dans le sens contraire. Et il faut garder en tête que c'est une convention. Ça veut dire que c'est un choix personnel de votre part. Vous avez très bien le droit de prendre un récepteur, un dipôle normalement récepteur et de le mettre en convention générateur, ou de mettre un générateur en convention récepteur.
c'est un choix personnel. C'est vous qui le posez au départ et à partir de ce choix, vous écrivez les équations et vous obtiendrez des résultats. Si vous avez mal fait vos choix, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous l'avez bien fait, vous obtiendrez des résultats positifs. En règle générale, on préfère jouer juste avec des positifs si on a le choix. Mais c'est tout. C'est tout. C'est juste, à un moment, il faut choisir dans quel sens on compte quelque chose positivement. Et ce choix détermine la manière dont on écrit les lois derrière. Donc là, reprenez le schéma qui est ici. Et déterminez-moi, et puis on va prendre celui-ci aussi, on va dire qu'il y a un I qui parcourt le système dans ce sens-là. Déterminez-moi par un R et par un G, lesquels sont des dipôles en convention générateur, lesquels sont des dipôles en convention récepteur. Faites attention, ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois les tensions que j'ai notées U quelque chose et les courants que j'ai notés I quelque chose. Là, vous voyez que le état 0 qui est ici, ça c'est un générateur dit générateur de courant. Le état 0, ça va être l'opposé de I2 et ce générateur de courant va imposer un courant état 0 dans sa branche. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le I que j'ai choisi pour orienter, pour nommer les choses dans mon circuit. C'est bon ? Vous avez pris vos 2 minutes, donc il y a 9 petites lettres à aplocer, donc voyons voir. On commence par le C qui est là. Le courant qu'il traverse I1 va vers la droite, la tension je l'ai mise vers la gauche, donc lui va être en convention récepteur. On va mettre les récepteurs en bleu. Celui-ci, cette résistance, le courant I2 qu'il traverse va vers la droite, la tension que j'ai mis UR va vers la droite aussi, donc celui-là, c'est en convention générateur. Ça a beau être un dipôle récepteur, une résistance elle est réceptrice, je vais la mettre ici, je vais choisir de la mettre en convention générateur. C'est pas forcément le choix le plus adéquat, mais c'est le choix que j'ai fait. Ensuite, ici, UL1 va vers le haut, I2, attention, il a pris le virage, il va vers le bas. Ce qui fait que vous êtes en convention récepteur. Le courant, il va vers le bas, la flèche de tension vers le haut, on est en récepteur. Je continue, I2, il reprend un virage, maintenant il va vers la gauche. Et s'il va vers la gauche, il va dans le même sens que le U état 0 que j'ai pris ici. Donc là, je suis en convention générateur. Je continue. Le courant I1, on avait vu que pour pouvoir arriver ici en entrant dans le nœud du haut, il doit sortir du nœud du bas. Donc il va vers la gauche. La tension UL2 va vers la gauche aussi. Ils vont dans le même sens. J'ai fait le choix de le mettre en convention générateur. I1, ensuite, il prend son virage, il va vers le haut. S'il va vers le haut, alors que UE, j'ai choisi de le mettre vers le bas, ils sont à l'opposé l'un de l'autre, j'ai donc une convention récepteur. Donc là, c'est typiquement, j'ai tout mis au hasard sans réfléchir, et donc j'ai des générateurs en convention récepteur, j'ai des récepteurs en convention générateur, et vice-versa, j'ai des récepteurs en convention récepteur et des générateurs en convention générateur, donc j'ai tous les cas de figure possibles. Là, j'ai un exercice pour lequel j'ai fait des orientations plus naturelles, puisque là, je sais que la tension imposée dans ce sens-là, qu'il va vouloir forcer le courant à tourner dans le même sens que sa tension. Donc, assez naturellement, pour que le courant aille vers la droite dans la partie du haut, il doit aller vers le haut dans la partie de gauche, et puis vers la gauche dans la partie du bas, et vers le bas dans la partie de droite. Donc, celui-ci, les deux sont dans le même sens. J'ai mis mon générateur en convention générateur. Chouette. Cette résistance-là, comme le courant descend alors que la flèche de la tension monte, elle est en convention récepteur. Et celle-ci, le courant va vers la droite, la flèche de tension va vers la gauche, elle est en convention récepteur. J'ai bien mis mes résistances en convention récepteur et mes générateurs et mon générateur en convention générateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Ça fait simplement des histoires de convention, loi des nœuds, loi des mailles. C'est des choses relativement simples. Si vous mettez ça sur une feuille pour savoir quoi retenir, c'est des questions de vocabulaire qui vont devoir venir, mais logiquement la synthèse devrait être rapide. Et puis dans la prochaine partie, on va essayer de présenter les dipôles linéaires usuels, la résistance, le condensateur, l'inductance, et puis les générateurs idéaux de tension et de courant, pour qu'on puisse avoir de quoi faire dans les exercices par la suite.